au sein de cette animation, finalement, sont disponibles sur Padlet. Et donc, je vous le transmettrai aussi en cours de route. Donc, je peux peut-être déjà vous envoyer simplement le lien. Ops, je vais d'abord passer les objectifs de l'atelier qui sont de vous faire découvrir finalement la multiplicité des outils d'IA et leur fonctionnement, en premier objectif, de tester et questionner concrètement certains de ces outils. Après, on n'aura pas l'occasion de tous les tester chacune et chacun, donc ce que je vais faire, c'est simplement vous montrer ce qu'il est possible de faire. Et après, avec la vidéo, vous pourrez refaire les tests chez vous tranquillement plutôt que de devoir vous connecter à l'une ou l'autre plateforme. Donc, ça va être vraiment une visée explicative de ce qu'il est possible de faire. Pour ensuite, alors, terminer par une discussion des avantages et des limites des outils que je vous aurai présentés ici. Donc, pour commencer, pas besoin de scanner le QR code. Je vais directement vous envoyer le lien au sein du chat. De cette manière-là, vous pourriez aller cliquer sur l'un ou l'autre outil qui vous intéresse plus particulièrement. Donc, je vous copie le lien directement et je vous propose de nous lancer dans les explications. Alors, ne vous étonnez pas non plus, je vais devoir parfois réduire la taille d'affichage de mon écran pour la simple et bonne raison que je vais rebondir entre différents navigateurs et la présentation PowerPoint qui l'accompagne. Donc, c'est normal, ne vous tracassez pas. Alors, première finalement question, ce serait ChatGPT, oui, mais encore. Ici, le webinaire, il ne va pas forcément traiter de ChatGPT en tant que tel, puisqu'il il s'intéresse plutôt aux autres outils qui existent dans le panorama des outils d'intelligence artificielle. Et pour commencer, ce que je vais faire, c'est vous proposer toute une série d'outils qui vous permettent de générer directement des images. Alors, j'aurais juste une question à vous poser finalement. Est-ce que vous connaissez l'un ou l'autre de ces outils? N'hésitez pas à prendre la parole, hein, il y a vraiment pas de problème, que ce soit au sein de la conversation ou directement, à l'aide de votre micro. Oui, Midjourney. Midjourney, OK. Alors je vois 2 noms dans la conversation. Eh bien, c'est très bien, très bien, tant mieux. Alors, je vais pas spécialement parler de Midjourney aujourd'hui. La raison étant que pour pouvoir accéder à Midjourney, il faut pouvoir se connecter sur un serveur bien particulier et avec des lignes de commande bien particulières. Je vous montrerai juste l'interface, mais on ne se servira pas forcément de Midjourney aujourd'hui. Mais à tout le moins, ce qu'il faut savoir, c'est que pour utiliser ces outils, je vois aussi dans la conversation Microsoft Bing et Copilot, en effet, OK, Bing. Ce qu'il est nécessaire de savoir pour utiliser ce genre d'outils, c'est qu'il ne faut pas forcément être super prompteur. Un prompteur, c'est quoi finalement? C'est une personne qui va pouvoir se dire de formuler la meilleure requête, la meilleure demande vis-à-vis de tous ces systèmes. Et donc, on va utiliser un petit outil que j'ai découvert il y a un petit temps maintenant, qui provient de Sidology, qui est un magazine français de veille pédagogique et qui propose un générateur de prompts automatiques. Donc, je vais peut-être démarrer par là, parce que tous les outils que je vais vous montrer nécessitent d'avoir une bonne requête pour obtenir de bons résultats. Alors, je clique simplement sur le site de... Et donc, il fallait bien que ça arrive, hein, comme je le disais. Un petit problème de connexion, vraisemblablement de mon côté. J'espère que vous m'entendez de nouveau et j'espère que ça ne va plus se reproduire parce que c'est vraiment très, très dérangeant. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, je vois des petits pouces levés. Je suis vraiment désolé. J'espère vraiment que ça ne se reproduira plus. Donc, je repars sur le partage de mon écran et je vous parlais de Sidology. Sidology qui va vous permettre alors de générer des prompts de manière automatique. Comment ça fonctionne? Je vous montre ici, on arrive sur le site qui propose donc le générateur de prompts automatique. Je descends au sein de la page et il vous explique comment ils ont mis ça en place finalement, mais ce qui va nous intéresser, c'est leur méga prompt. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'on voit le prompt amélioré. Tu es un expert en ingénierie de prompt. Ta mission est de créer un prompt optimal pour la tâche suivante. On insère la tâche ici. Donc, ce qu'on veut créer finalement, on va l'écrire ici. Et je vais donc copier l'entièreté de ce prompt qui va me permettre de générer un super prompt que je vais utiliser alors dans les différents outils que je vais vous présenter. Alors, j'ai déjà fait l'exercice en amont ici. Je vais vous montrer directement.
Je vais sur un agent conversationnel type copilote. Ici, pourquoi copilote? Parce que l'Uliège a souscrit à l'abonnement en étant associé à Microsoft. Ça, c'est une chose, mais vous pourriez très bien utiliser aussi ChatGPT ou Gemini ou Bard ou Claude ou Mistral. N'importe quel agent conversationnel vous fournira finalement les mêmes résultats. Donc, je me connecte simplement sur mon compte. Je prends un petit peu de temps pour vous montrer ceci parce que c'est vraiment la base des requêtes qui vont nous guider tout au fur et à mesure de l'exercice ici. Ici, hop, je copie-colle le prompt et je remplace l'espace ici par ma requête. Je me suis pris d'une passion pour les torticolis. Pourquoi? Parce que j'en ai régulièrement. Et donc, je me suis dit, bah, ce que je vais faire, c'est lui demander d'illustrer. Moi, j'ai envie d'avoir une illustration, finalement, de ce qu'est un torticolis pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. J'écris simplement ceci. J'appuie sur Enter. Et donc, le chatbot va générer différentes questions auxquelles je devrais répondre avant qu'il ne puisse me fournir le méga prompt. Ce méga prompt, après avoir donc répondu à ces questions, je vais m'en servir pour retourner sur les différents outils et faire mon petit marché finalement de ce qu'il va me produire au niveau de la génération d'images et de dessins. Donc si je vais par exemple sur Adobe Firefly, ça se présente comme ceci. Qu'est-ce que je peux faire avec Adobe Firefly? Je peux directement générer des illustrations, générer des images. Donc, c'est le même principe, hein. Vous avez une barre ici qui vous permet d'intégrer votre méga prompt de manière à ce que vous puissiez directement générer toute une série d'images associées à votre requête. Alors, il y a d'autres outils en lien avec l'image ici, hein. Vous pouvez voir qu'on peut passer du texte à l'image. On peut remplir une image avec d'autres motifs sur base d'une requête, hein. Je veux que le monsieur ait un peu le jaune, un peu le rouge, ce genre de choses. On peut générer des modèles, générer des vecteurs, etc., etc. Je ne vais pas aller dans tous les détails ici de la présentation d'Adobe Firefly, mais ici, on a le début d'un prompt qui a permis de générer alors cette image-ci. Vu que, je le répète, j'étais vraiment passionné par les torticolis, j'ai fait l'exercice, non pas pour Adobe Firefly uniquement, mais pour l'ensemble des outils que je vous propose. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Donc, j'ai utilisé mon méga prompt et je lui demandais alors de m'illustrer ce qui était un torticolis. Adobe Firefly m'a proposé ceci. Stable Diffusion, ceci. Bing, ceci. Copilot, cela. Designer et autres encore, d'autres générations d'images. Alors, ce qui va guider finalement notre choix dans le fait que l'image soit plus ou moins réalisée, ça va dépendre également du moteur de chacun des outils. C'est-à-dire que Adobe Firefly n'utilise pas les mêmes fonctionnalités que ce que peut offrir Stable Diffusion, Bing, Designer ou Copilot. Ce n'est pas forcément les mêmes moteurs qui se trament derrière. Donc, fonction de ce que vous souhaitez illustrer, mettre en image, vous allez orienter votre choix sur plutôt Adobe Firefly ou Copilot, fonction de vos desiderata et votre sensibilité. Sachant également que pour générer ce genre d'image, certains de ces outils nécessitent un abonnement directement. C'est-à-dire que vous n'aurez pas la possibilité de générer des images sans avoir souscrit à un abonnement qui vous permettrait d'en réaliser une trentaine. Ici, la plupart d'entre eux permettent de générer 5 images, 5-6 images de manière mensuelle. Donc ça, il faut le savoir aussi. Je vais dire, si vous souscrivez à un abonnement, vous pourrez éventuellement avoir autant d'images que vous le souhaitez, ce qui n'est pas forcément le cas pour tous les outils. À l'époque, par exemple, Stable Diffusion, il n'était même pas nécessaire de s'inscrire sur l'outil, il nous fournissait directement les images suite à notre requête. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, encore une fois, vous avez le droit à X crédits de manière mensuelle ou hebdomadaire. Donc voilà, il faut le savoir aussi. Autre détail, mais qui n'est pas vraiment un détail, c'est qu'à chaque fois qu'on vous demande de vous inscrire sur les plateformes, derrière cette plateforme,
il faut savoir que les données que vous donnez, vous fournissez au service, c'est soit Google, soit Adobe, soit Microsoft, soit d'autres systèmes, avec chacun finalement leur règle de confidentialité, qui ne respectent pas non plus forcément toutes les règles du RGPD. Donc le choix, il va être guidé aussi par rapport à ces aspects-là. C'est important aussi à rappeler. Alors, Autodraw, c'est quoi? Je vais juste vous montrer pourquoi j'ai choisi de vous présenter Autodraw. Ça nous permet de comprendre ce qui se trame derrière les outils d'intelligence artificielle, avec la question de l'entraînement et de savoir pourquoi tel système va nous générer une belle maison par rapport à un autre qui nous génère une moins belle maison, si on décide d'illustrer une maison. C'est fonction de la base d'entraînement qu'on lui a donnée, donc la base de données qu'on lui a donné à manger, si j'ouvre les guillemets, pour que le système puisse reconnaître qu'il s'agit ou non d'une maison. Donc ça fonctionne comme ceci. Si je fais un carré ici, observez la barre qui se trouve juste au-dessus au niveau de Autodraw, je relâche ma souris, le système comprend, suggère qu'il s'agit d'un carré. C'est une chose. Donc, vous ne savez pas dessiner, vous utilisez ce système-là pour générer ce que vous avez envie de faire. Ici, je veux faire une maison. Donc, je fais un toit. Donc, ça ne ressort pas encore vraiment à tout ça. Il me met plutôt un tipi, etc. Je vais ajouter une porte. Peut-être qu'il me suggérera d'autres choses. Ici, voilà, ça me convient, c'est bien ceci. Donc, ça illustre finalement comment les outils peuvent fonctionner fonction du nombre de fois qu'ils ont été entraînés à reconnaître tel ou tel type de maison. Donc, c'était juste pour vous montrer comment ça fonctionnait finalement derrière tous ces outils, toutes ces machines. Moi, il y a un exemple qui a retenu mon attention ici. Dans le fait d'illustrer le torticolis, c'est cette illustration ici en bas à droite. C'est Leonardo qui m'a fourni cette illustration. Leonardo, encore une fois, ça ressemble un peu aux autres interfaces, hein, sauf que vous avez plus d'options qui vous permettent alors d'affiner les traits ou d'avoir d'autres possibilités par rapport aux options, que ce soit au niveau de la dimension, au niveau des couleurs, au niveau de la transparence, au niveau du fait que ce soit photoréaliste ou pas. Voilà, il y a pas mal de choses. Et vous voyez ce que je disais ici, le 150 ici correspond au token, donc aux possibilités que j'ai de manière mensuelle pour générer des images. Sachant que, fonction des options qu'on choisit, c'est pas forcément un token qui sera utilisé, mais c'est peut-être 3 ou 10 ou 15, fonction de notre demande. Au plus on affine, au plus ça va être gourmand au niveau des tokens. Et vous voyez ici, j'ai utilisé un prompt en anglais qui est plus efficace qu'un prompt en français, parce que ici j'ai demandé un torticolis, et ben voilà, c'est très bien, c'est un dos, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Voilà, j'avais les X possibilités ici, donc c'est ça que j'ai utilisé. Sur cette base-là, j'ai mon illustration, mais je veux aller un peu plus loin. Donc, je vais utiliser d'autres outils que la génération d'images et de dessins. Je vais plutôt aller sur de la génération de vidéos. Pour ce faire, il en existe pas mal. J'en ai épinglé 3 parce que ces systèmes nous permettent de faire pas mal de choses. Je vais aller sur Runway. Et je tiens à dire aussi, il n'y a pas de placement de produit. Hein. Je ne suis pas marié à Google ou quoi que ce soit, hormis peut-être le fait de m'être inscrit sur l'entièreté des plateformes pour pouvoir tester au mieux les différentes possibilités de chacune. Mais voici en fait ce que ça permet de faire. Vous avez la possibilité d'animer, d'une part, les images que vous avez générées par d'autres systèmes sous forme de vidéo, ou vous avez la possibilité de réaliser votre propre avatar. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, à quoi ça peut ressembler finalement. Je reviens sur ma présentation et je lui ai demandé de générer alors une vidéo sur base de l'illustration que j'avais générée à l'aide de Leonardo. Voici ce qu'il me propose. Donc, je le répète, hein, sur base d'une simple image, je lui ai simplement demandé de mettre sous forme de vidéo cette photo, cette illustration. Il n'y a pas d'autre requête. Je ne lui ai pas demandé que le coup tourne, on tourne autour du coup. Finalement, il a fait de lui-même. Ça, je l'ai fait avec Runway. Et avec la même requête, j'ai utilisé Genmo. Et on voit que pour la même requête, ce n'est pas du tout le même résultat. Donc, notre choix, il va aussi être guidé par voilà, ce qui va être réalisé par les différents outils d'IA. Donc ici, voilà, ça n'a rien à voir. On ne voit pas du tout le cou de la personne. On ne voit rien d'autre qu'une partie de l'anatomie. Voilà, donc ça m'intéresse pas trop.
Je vous montrais ça pourquoi? Parce que les outils de génération de vidéos et d'images évoluent très très vite. Ce que je vais faire, c'est vous montrer que je suis parti, toujours avec Renouet ici, de la même photographie ici, et je le répète à chaque fois, et comme ça mon petit garçon l'entendra, je prends mon petit garçon en exemple à chaque formation, et j'en suis bien désolé parce que les outils d'IA, ils sont pas encore top, et parfois c'est pas. On est d'accord que c'est vraiment, vraiment pas top. Dans le sens où on voit que les doigts, parfois il en a 8, parfois il en a 2, parfois il en a 10. Au niveau du visage, c'est pas du tout la même chose non plus. On a l'impression qu'il a interprété différemment les briques de parement, que le toit il va s'effondrer. C'est vraiment pas super top. Mais c'est quand même déjà impressionnant. Enfin, je veux dire, il y a 6 mois de là, on faisait des yeux tout ébahis en se disant, mais c'est quand même incroyable. Il y a 4 mois d'ici, voici ce qui se passe. L'animation est un petit peu plus fluide, mais toujours d'énormes problèmes au niveau des mains. Sous-entendu, peut-être, encore une fois, il faudrait que les ingénieurs qui se trament derrière ces machines puissent témoigner de leur expérience, mais peut-être que la machine n'avait pas été suffisamment entraînée à reconnaître ce qu'était une main. Parce qu'on a l'habitude toujours, quand on prend des mains en photo ou ce genre de choses, elles sont toujours animées, on porte un gobelet, on ne montre jamais sa main face caméra. Comme je suis en train de le faire ici pour dire ça c'est une main de face, de dos, de profil, etc. Donc au fur et à mesure des entraînements, le système se perfectionne. Donc il y a 2 mois d'ici, voici ce que j'ai eu comme résultat pour la même requête, toujours. Anime-moi cette photographie. Donc là, le système va beaucoup plus loin que le fait de manipuler les mains. Là, ce qui se passe, c'est que potentiellement, c'est un donut, donc il a envie de manger, donc on va le faire manger une partie du donut. Mais moi, j'ai rien demandé au système, je lui ai juste demandé d'animer la photographie. Et enfin, il y a une semaine d'ici, j'ai exactement fait la même démarche et voici ce qu'il m'a proposé. Donc là, il s'agit plus de manger le donut, il s'agit de me le présenter comme si c'était un jeu. Donc vous voyez que pour la même requête, il peut y avoir des résultats qui seraient différents également. Je vous ai montré ceci au fur et à mesure des mois pour vous montrer la puissance qui se trame derrière ces machines aussi. Et en si peu de temps, voir un tel changement, je dois vous avouer que je suis toujours très, très, très bluffé par rapport à ces questions-là. Donc, si on peut générer une vidéo sur base de photos, ça veut dire qu'on peut générer des vidéos sur base de texte également, mais on peut générer d'autres vidéos sur base de vidéos existantes. C'est ce que j'ai fait aussi. J'ai pris une vidéo existante de moi qui parlait lors d'un webinaire qui présentait des résultats. Je vous fais écouter. Fréquemment utilisés, ce sont plutôt les outils qui sont en lien avec la matière plus spécifique, à savoir les quiz en ligne en classe ou des outils collaboratifs. C'est un peu Ça va, vous entendez ma voix quand je parle au sein de la vidéo ici? Oui. Super. Alors, ça, c'est ma vraie voix. C'est une vraie vidéo de moi avec un vrai fond vert et avec une vraie présentation de tes PowerPoint qui est diffusée. Ça va, c'est dans un vrai studio. Donc, promis, je ne triche pas. La deuxième vidéo que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai demandé à, non pas Runway, mais à Agen de générer. Donc, ce que j'ai fait, j'ai proposé mon extrait vidéo de 2 minutes 30 à Agen. Il a fait de moi un avatar, un clone de moi, finalement, avec ma voix enregistrée pendant 2 minutes 30, quelque chose comme ça. Et j'ai demandé au système de générer une vidéo, mais qui grossirait mes traits à la manière d'un cartoon des années 90. Voici ce que j'ai obtenu. Donc ma voix ne change pas ici, c'est juste au niveau de l'animation que ça va changer. fréquemment utilisés, ce sont plutôt les outils qui sont en lien avec la matière plus spécifique, à savoir les quiz en ligne en classe ou des outils collaboratifs. Donc voilà, ça c'est très rigolo. Somme toute, ça ne nous sert pas vraiment dans notre enseignement. Je vais dire, c'est pas super cool. Mais par contre, si je demande à Copilot de me générer, je l'ai fait, je vais pas vous faire la démonstration, hein, mais vous allez sur Copilot ou sur ChatGPT ou sur tout autre système et vous lui demandez alors de générer un script pour une vidéo, imaginons de 6 minutes, qui aurait pour thématique une thématique X. Moi, j'ai pris une thématique en lien avec la question qui nous occupe aujourd'hui, les fameux torticolis. Je lui ai demandé de générer alors un script. Le script, je l'ai donné à Agen, sachant que Agen avait
dans sa mémoire mon avatar et ma voix. Et voici ce qui s'est passé. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du torticolis. Le torticolis est une contraction douloureuse des muscles du cou qui entraîne une inclinaison ou une rotation de la tête. Cette condition peut survenir soudainement et est souvent causée par une mauvaise posture, un mouvement brusque ou même le stress. Les symptômes... Tant qu'à faire, puisque là je n'ai jamais dit ça, je vais dire c'est le clone de ma voix et mon avatar qui l'a dit à ma place. Et je me suis dit, bah, si je sais le faire en français, bah, je peux demander de le faire en espagnol. Sobre la tortícolis. La tortícolis es una contracción dolorosa de los músculos del cuello que hace que la cabeza se incline o gire. Esta condición dolorosa de los músculos... Si je peux le faire en espagnol, je peux aussi le faire en allemand, du coup. Bonjour et Attendez, bienvenue in dem wir über Torticolis sprechen werden. Torticolis ist eine schmerzhafte Kontraktion der Nackenmuskulatur, die dazu führt, dass der Kopf genäht oder gedreht wird. Il faut savoir que si je vous montre ça aujourd'hui, c'est parce que vous avez la possibilité également de le faire en direct. Alors, c'est un système qui est payant, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes amené à donner un webinaire, mettons, à des professeurs qui vivent en Algérie et que vous ne parlez pas en arabe, eh bien, vous pourriez utiliser ce système-là pour parler, vous, devant votre écran en français, mais que les personnes qui sont de l'autre côté de l'écran vous entendent en arabe avec une synchronisation labiale. Voilà, ça serait fait en direct finalement, avec le clone de votre voix. C'est-à-dire que là, c'est ma voix qui parle en espagnol avec un texte que j'ai demandé à ChatGPT de me fournir. Et on peut même aller plus loin, encore une fois, pour la blague. Ici, je récite le corbeau et le renard, mais en mandarin. Oups, attendez. 乌鸦与狐狸，乌鸦老师栖息在树上，嘴里叼着一块奈落。狐狸老师被香味吸引，试探性地说了几句话。莫，乌鸦先生，您好。 Alors c'est super drôle parce que maintenant ma grand-mère croit que je parle 25 langues, donc ça donne lieu à des super trucs, encore une fois, pour fausser la compagnie derrière. Mais ça donne aussi d'autres perspectives de réflexion. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vos étudiants vous filment pendant 2 minutes 30 en classe et en un extrait de votre voix, 2 heures plus tard, ils peuvent vous faire chanter du Shakira. Voilà, ça permet ce genre de choses aussi. Ça permet aussi à d'autres qui ont des envies moins sympas de pouvoir appeler en direct vos proches, imaginons, mais avec un clone de votre voix pour demander des sous, imaginons. Ça a été le cas en tout cas aux États-Unis. Ça a été le cas ici où des personnes pensaient véritablement parler avec Brad Pitt et donc du coup se sont fait extorquer de l'argent à cause de ce système-là aussi. Les avantages finalement, c'est que si vous avez l'un ou l'autre cours que vous avez de manière écrite et que vous avez votre avatar, vous pouvez faire parler votre avatar à votre place sur base d'un écrit, encore une fois. Pour aller un peu plus loin, parce que c'est bien beau de parler du torticolis, mais avec des graphiques qui n'ont rien à voir derrière, ce que les systèmes d'outils d'intelligence artificielle vous proposent, c'est de générer, ici le rendu n'est pas encore super top, hein, j'en conviens, mais le système vous permet de supprimer le fond et d'émuler finalement un fond vert pour que vous puissiez y intégrer tous les éléments que vous souhaiteriez voir apparaître. Donc ici, je me suis dit, je vais faire une espèce de combo entre ce que j'avais fait avant. J'ai demandé donc une image animée d'un torticolis et je vais parler du torticolis ici en français pendant que la vidéo tourne derrière moi. Torticolis. Le torticolis est une contraction douloureuse des muscles du cou qui entraîne une inclinaison ou une rotation de la tête. Cette condition peut survenir soudainement et est souvent causée par une mauvaise posture, un mouvement. Très honnêtement, et c'est ça que je trouve bluffant et que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, pour réaliser ce genre de choses, il n'est plus du tout nécessaire d'être codeur ou informaticien. J'ai fait quelques clics, j'ai posé quelques questions à des systèmes qui m'ont généré des résultats qui sont là en face de vous, qui m'ont pris à la grosse louche pour faire cette vidéo-là de 30-40 secondes. Il m'a fallu 1h30. Donc, ça peut aller encore une fois très très vite. Ça, c'était pour vraiment les générations de vidéos en tant que telles.
Il existe d'autres systèmes, hein, d'autres outils d'intelligence artificielle. Il en existe vraiment une flopée. Ici, j'ai pris le projet sur les espèces terrestres. En gros, c'est des personnes qui s'intéressent au bruit que font les animaux pour essayer de comprendre ce qu'ils racontent. Donc, ils vont enregistrer toute une série de bruits, les baleines, les chiens, les chats, et ils vont essayer d'entraîner les outils pour comprendre ce qu'ils disent. Voilà, ça peut aller très loin. Vous n'avez pas d'idée pour votre futur tatouage, allez sur Tattoo AI. Vous n'avez pas d'idée pour des recettes que vous souhaiteriez mettre en place par rapport à votre frigo qui se vide, utiliser Chef GPT. Vous avez fait un mauvais rêve, allez sur Dream Interpreter. Il pourra l'interpréter à votre place et vous proposer alors X résultats. Et puis, si vous en avez marre des outils d'intelligence artificielle trop intelligents, allez sur Stupid GPT, il vous fournira alors des réponses mal orthographiées avec des fautes grammaticales, et c'est super drôle à utiliser aussi pour se détacher. Juste avant de passer à la suite, je vais revenir sur deux outils de génération d'audio, parce qu'en plus de cloner votre voix, vous avez la possibilité de discuter avec vous-même, si vous le souhaitez. Enfin voilà. On peut apprécier ou pas, c'est très particulier. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Her avec Joaquin Phoenix, où il échangeait justement avec une intelligence artificielle. Eh bien, il y a quelques années, on se disait c'est le futur, c'est incroyable, c'est fantastique. Eh bien, aujourd'hui, encore une fois, en quelques clics, j'ai simplement donné ici un extrait de 30 secondes de ma voix avec une persona, c'est-à-dire que je lui ai dit tu es enseignant, tu dois avoir tel ton au niveau de ton échange avec la personne qui va te parler. Et tu dois réagir de telle et telle manière. Au plus on sera précis quant aux caractéristiques qu'on veut attribuer à notre personnage, au plus notre personnage sera enclin à répondre de la bonne manière. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que je me suis cloné au niveau vocal, et donc je peux m'appeler un peu comme sur Skype, comme sur Teams, tout ça. Je ne me vois pas encore, mais je pourrais utiliser Agent pour pouvoir intégrer mon avatar et échanger directement avec lui. Donc on va faire un test, hein. Bonjour, qui es-tu? Voilà, je vais pas échanger avec moi-même parce que moi, ça me perturbe un peu trop. Euh, mais il faut savoir que si vous clonez votre voix ou si vous avez un extrait d'une voix qui vous intéresse et que vous voudriez, par exemple, l'utiliser dans le cadre de vos différents établissements, une piste, ça pourrait être, vous avez des nouveaux étudiants qui arrivent dans votre établissement, qui ne savent pas où se trouve telle ou telle classe. Ils pourraient très bien utiliser ce système pour échanger alors avec une fausse personne pour dire, le local se trouve à tel endroit en fonction de là où tu te trouves. Ça peut être utile pour ce genre de choses, imaginons. Ou alors, vous avez tout un cours qui est prêt. Ok, je continue alors. Donc, vous m'avez quand même entendu parler avec mon double, rassurez-moi. Non, on n'a pas entendu quand on Ah, parlait, mais on a vu dans la conversation après ce qu'il avait répondu, je suppose. ça va, parce que normalement, vous auriez pu entendre, je vais repartager mon écran en incluant le son. Voilà, je reviens là-dessus. Hop. Donc voilà, ici, je faisais simplement la démonstration qu'on pouvait nous appeler si on avait un enregistrement de notre propre voix. Et donc, en appelant ici, en activant le micro, eh bien, je peux discuter directement avec mon double. Mais vous ne tracassez pas, je ne vais pas refaire la démonstration ici, je l'enregistrerai directement dans le montage que je ferai à la suite et je vous le partagerai, mais c'est assez bluffant. Mais imaginons que vous souhaitez réaliser une chanson sur base de votre cours ou toute autre thématique. Moi, je me suis dit que pour avoir un moyen mnémotechnique en tant qu'étudiant, ça pourrait être sympa de réaliser une chanson sur base de la thématique, alors ici des torticolis. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Copilot, mais ça aurait pu être ChatGPT, de générer une chanson sur base de X critères en lien avec la question des torticolis. J'ai simplement choisi le style que je voulais adopter et ça me génère alors directement une chanson. Et là, je suis sur Suno. Donc, vous voyez ici la chanson Les Torticolis. Je vais la lancer, j'espère que vous l'entendrez.
Quand tu te réveilles le matin et que tu sens une douleur dans ton cou, c'est peut-être un torticolis, un muscle tendu, c'est fou. Oh torticolis, tu me fais mal, je ne peux plus tourner la tête, c'est infernal. Mais avec un peu de repos et de chaleur, je retrouverai bientôt ma bonne humeur. Voilà, j'espère que vous avez entendu ici. Oui, j'entends quelqu'un qui rigole, donc j'imagine que vous avez entendu. Au-delà du fait, encore une fois, que ce soit vraiment sympa, ici, il a fallu simplement que je copie-colle les paroles et puis générer le style de musique. Ça aurait pu être n'importe quoi, du métal, ça aurait pu être ici c'était du jazz, ça peut être du rock, ça peut être du rap, ça peut être tout et n'importe quoi. Et ça fait un peu écho avec ce que j'avais découvert dans le cadre du dernier festival Ludovia. Ces deux personnes qui ont lancé le projet Rap et Pratique. Rap et Pratique qui donne la possibilité à des jeunes étudiants, des jeunes élèves de pouvoir créer un texte de rap et de pouvoir le chanter parce que ça leur permettrait de mieux comprendre certaines notions en lien avec ici les mathématiques, mais ça pourrait être tout autre cours. Hein. Ici, je vois dans le chat, cette fonctionnalité m'intéresse beaucoup, mais je ne parviens pas à faire créer une chanson par une IA à partir d'un cours. Ah, eh bien, je vais vous montrer, sans trop vous spoiler non plus, je vais utiliser un autre système qui s'appelle NotebookLM et je vais simplement vous montrer à quoi ça ressemble. Je ne vais pas trop vous montrer tous les détails directement, mais sachez que NotebookLM, vous pouvez apporter vos cours directement sur cette plateforme et sur base uniquement de ce que vous lui aurez donné, il pourra répondre à vos questions. Donc, on pourrait très bien imaginer ici, dans les questions que vous poseriez à cet outil, eh bien, de générer une chanson sur base des contenus de cours que vous lui avez donnés. Voilà, mais on va y revenir. Je ne vais pas trop vous spoiler maintenant par rapport à cet outil-là. Je vais plutôt revenir alors sur les autres outils. Sachez juste que j'ai brassé ici Renoué, Genmo et Gen pour les avatars, le double de la voix, etc. Beethoven, c'est le même principe que Suno, sauf qu'ici, c'est plus orienté musique, sans forcément avoir des paroles, mais générer de la musique sur base d'un texte que vous lui donneriez. Il risque de l'interpréter. Crisp, ce sont des outils qui permettent d'avoir des réductions du bruit au niveau des réunions où vous pourriez avoir. Si vous êtes entouré et qu'il y a du bruit ambiant, eh bien, le système se permettra alors de réduire tout ce qui ne va pas finalement dans l'écoute. Il en va de même pour Adobe Podcast. Adobe Podcast va un peu plus loin parce que imaginons que vous souhaitez mettre en place un webinaire enregistré et que vous vous rendez compte que vous dites beaucoup de ou il y a beaucoup de latence, eh bien le système va les détecter pour les supprimer, en faire un montage directement. Eleven Labs, c'est ça dont je vous parlais, qui permet de parler en direct avec une autre voix via le système. Character AI, c'était mon double à qui je pouvais parler. Et alors, Text Reader, eh bien, vous avez un texte que vous souhaiteriez faire lire par une intelligence artificielle ou dans une autre langue, eh bien, le système permet de le faire. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour les générateurs vidéo, audio, etc. Sachez que je vous fournis également les 4 bases de données que j'utilise principalement, où on voit apparaître et disparaître un certain nombre d'outils d'intelligence artificielle. Je crois qu'il y en a plus de 4000 sur Future Tools, AI Explorer, on reprend toute une série aussi. Donc là, c'est vraiment une base de données avec tout un système de filtres qui vous permettent de dire, moi, je veux un outil de génération d'images, mais qui fait aussi de la vidéo, ou je veux un outil de génération d'images, mais en lien avec le marketing ou des trucs plus spécifiques. Donc, vous trouverez sans doute votre bonheur parmi ces bases de données, même si c'est super difficile de faire de la veille sur la question des outils d'intelligence artificielle parce qu'il y en a plein qui sortent et plein qui disparaissent au quotidien. Voilà, je vous disais des ressources illimitées, voilà, ça apparaît, ça disparaît tous les jours. Intégration de l'IA dans des systèmes existants, donc on voit apparaître de plus en plus des petites bulles qui viennent se greffer à des systèmes comme dans la suite Office, par exemple, où vous avez Copilot qui vient se greffer pour avoir un agent conversationnel intégré au système existant. Où vous voyez,
toutes les entreprises vont un petit peu de leur petite IA aujourd'hui dans ce contexte d'ouverture aux différents systèmes. Et alors, des IA qui permettent de dompter d'autres IA, en réalité, c'est ce que je vous montrais avec Seedology, qui propose un générateur de prompt automatique. Moi, je ne sais pas bien faire un prompt, donc je vais utiliser un autre système qui me propose un méga prompt pour pouvoir quand même jouer avec ces différents outils. Et alors, les IA contre des IA, 0GPT, c'était un des premiers qui permettait de déceler une production réalisée par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je tiens quand même à vous dire que c'est de plus en plus complexe et je ne vois pas vraiment comment on arriverait à contourner ou à voir que c'est une production exclusivement rédigée à l'aide d'une intelligence artificielle. Pour moi, ça me semble vraiment très compliqué parce qu'on pourrait très bien demander au système de générer un texte avec X critères qui permettrait alors de détourner le 0GPT. Donc voilà, en avoir conscience c'est bien, mais pour lutter contre, c'est plus difficile que d'envisager plutôt de comprendre comment fonctionnent de manière générale ces outils et à tout le moins de savoir que ça existe. Alors, je vais maintenant m'attarder sur des outils qui sont maintenant plus spécifiques à l'enseignement. Je vous parlais de Seedology, c'est pour remettre une couche sur le méga prompt finalement, mais il existe tout un tas d'autres articles qui traitent de la pédagogie au regard des outils d'intelligence artificielle. N'hésitez pas à vous rendre sur le site, il est vraiment assez intéressant. Je ne vais pas tous les voir ici, mais sachez juste que Jungle, ici, c'est un générateur de flashcards pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants, ce qui vous permet finalement de générer sur base d'un PDF ou d'une vidéo YouTube différentes questions de manière automatique. Et vous pouvez les paramétrer après en disant je ne suis pas d'accord avec telle question ou je veux peaufiner celle-ci, celle-là. Vous pouvez très bien le faire aussi. Donc, je vais essayer de le faire en direct si la connexion veut bien le faire. On va prendre celui-ci. En plus, on a une petite animation sympa d'un écureuil pendant qu'on attend. Donc, on n'a même pas le temps de s'ennuyer, je vais dire. Donc, ici, on demande de générer les différentes questions sur base du document PDF. Questions à choix multiples, réponses libres, questions à choix multiples encore une fois. Mais vous voyez qu'ici, un restant pour le mois, donc ça veut dire que j'en ai déjà généré pas mal. Et donc, je ne sais pas si je pourrais le faire. On va lui demander quand même. On me demande pour quelle rubrique ça peut être considéré. Je demande directement de générer les questions. Voilà. On voit maintenant qu'on a plus de 4 questions pour nous aider à apprendre les sujets au regard du PDF qui a été uploadé. Donc, je vais commencer à étudier. Et là, on me propose alors différentes questions. Ces questions-là, je peux les partager avec mes étudiants dans un lien privé ou je peux l'intégrer sur Moodle, par exemple. Donc, ça évite de devoir jongler entre différents systèmes puisque ce genre d'outil est Moodle compatible. Donc, certains LMS, en tout cas, prennent en charge ce format-là pour pouvoir l'intégrer directement sur les plateformes, rendre un feedback, etc. etc. Donc, assurer un suivi par rapport à la progression et de voir à un moment donné, sur l'accord de X étudiants, je remarque que c'est la question une telle qui a posé problème et donc, on va plutôt agir sur ce pan-là de la matière pour X raisons. Donc, ça peut servir à ceci, en tout cas, un système comme Jungle. Un système comme Quillbot ici, va permettre aux étudiants et à nous-mêmes finalement de paraphraser certains extraits ou de faire de la vérification de grammaire par rapport à des textes. Donc, on peut intégrer un document qu'on aurait rédigé et alors le système va nous fournir tout un tas de recommandations en lien avec la grammaire. Voilà, si on veut générer des citations, si on veut détecter l'IA, mais ça, comme je vous disais, j'y crois pas trop, vraiment. Le plagiat, oui, en effet, mais encore une fois, à X pourcentage de cohérence, il y a toujours une marge de manœuvre qui est qui ne prend pas en considération l'ensemble des éléments de construction du texte. Donc voilà, ça c'est un outil intéressant pour pas mal de choses, parce qu'on peut transformer un texte pour le rendre plus formel, plus académique, plus simple, plus créatif. En réalité, il ne fait pas grand-chose d'autre que ce que fait déjà ChatGPT et Copilot, etc. À la différence qu'ici, on peut vraiment automatiser certaines requêtes qu'il aurait été nécessaire de peaufiner si on devait avoir les mêmes résultats. C'est-à-dire que ici, si je clique simplement sur formel,
le système prend déjà en compte toute une série de paramètres pour porter son regard sur le texte qui a été uploadé. Si je devais le faire sur ChatGPT, j'aurais dû dire le style formel correspond à ceci, 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 ceci. Ici, il est déjà préformé, préconfiguré pour pouvoir nous permettre d'avoir un résultat qui est plus rapide. Donc voilà, encore un autre outil. Hop, je continue. On a Gamma. Alors Gamma, c'est assez intéressant quand on n'a pas de compétences ou très peu de compétences pour réaliser des PowerPoint, par exemple, des présentations telles que celles que je suis en train de vous montrer ici. J'avais fait l'exercice pour un autre truc, mais je vais vous montrer l'interface de Gamma. Parce que malheureusement, ici, j'ai épuisé tous mes crédits. Mais ce qui se passe, c'est que je veux faire un PowerPoint sur base d'une thématique qui m'intéresse. Ici, je l'ai fait pour les torticolis. Comment j'ai fait? J'ai simplement collé le texte que j'ai demandé, imaginons, à ChatGPT de me fournir, ou sur base d'une présentation que j'ai déjà sur ma machine, ou d'un texte, ou d'un article, ou d'un PDF, etc., etc. Et donc, sur base de ce texte-là, je demande au système de générer une présentation de X slides avec plus ou moins de texte à l'intérieur de ces slides. Et voici ce qu'il me propose. Voilà. Il me propose alors des images qui sont générées par IA directement en lien avec la thématique. Tout est paramétrable, hein. Je peux changer les illustrations, je peux changer la forme, je peux ajouter les paliers. C'est vraiment pour lutter contre la page blanche au niveau esthétique d'une présentation type PowerPoint. Alors là, vous remarquez que c'est sur le web. Maintenant, je pouvais l'exporter en PDF et je pouvais l'exporter en présentation PowerPoint également. Donc ici, en PDF, ben, ça reformalise d'une autre manière alors les éléments pour avoir le bon format, pour avoir les bons formats de diffusion, etc. Voici ce que Gamma permet de faire. Et encore une fois, en 2 clics. Hein. Je n'ai rien fait d'autre que copier-coller un texte. Et lui, alors, s'est occupé de générer l'ensemble de la présentation. Donc ça, c'était un autre exemple. Je ne vais pas exploiter ceux-ci aujourd'hui. Consensus Illicit et Perplexity vous proposent des résultats de recherche qui sont connectés directement aux bases de données scientifiques, type Scopus, ERIC, etc. Donc, vous formulez une recherche sur telle thématique, il va vous fournir toute une liste d'articles scientifiques. Et donc, il ne va pas aller trifouiller sur Google pour vous trouver le premier lien Wikipédia qui peut apparaître. Donc là, c'est spécifique alors à la recherche. Et c'est perfectible. Hein. Ils ne vont pas prendre en considération l'ensemble des articles, sauf si évidemment vous souscrivez à un abonnement, vous me voyez venir. Et donc parfois, c'est un peu limité. Certains outils vont vous permettre de directement générer les abstracts des articles ou de mettre en avant les points de convergence entre les auteurs, les points de divergence par rapport à telle thématique. Et donc ça, le système le fait à notre place. Alors après, comme je dis, on doit toujours repasser dessus. Hein. On ne va pas partir d'une page blanche pour créer tout un syllabus à partir des outils d'IA. Même si on peut le faire, il faut repasser dessus parce que vous avez quand même parfois des absurdités aussi qui peuvent être générées. Alors, Whimsical, c'est un générateur finalement de mind map. Sur toutes les thématiques que vous souhaitez. Ici, j'avais simplement inscrit intelligence artificielle. Et en cliquant dessus, vous avez différents outils que vous voyez apparaître de mise en forme, et vous voyez ces petites étoiles. Et en cliquant dessus, ça va générer d'autres idées directement en lien avec la thématique. Alors ici, je ne vais pas forcément le refaire parce que ça demande un petit peu de temps au niveau des ressources, mais vous voyez qu'il travaille et que ça apparaît ici au fur et à mesure sur l'écran. Donc, c'est bien, encore une fois, pour lutter contre la page blanche. Mais ce système-là vous permet aussi de pouvoir générer, parce que ce n'est pas vraiment des mind maps. Hein. Mind map, pour moi, c'est plutôt des mots-clés plutôt que d'avoir des paragraphes de cette manière-là. Hein. Mais vous pourriez très bien demander au système d'utiliser un de vos PDF ou une de vos présentations pour en générer alors une carte mentale. Voilà. Je sais bien qu'en étant étudiant à l'époque, j'aurais eu un outil comme ça m'aurait bien servi pour pouvoir, à un moment donné, prendre les éléments de synthèse d'un cours et de voir comment s'est organisé tel ou tel article ou telle leçon, parce que j'étais beaucoup plus visuel à un moment donné au niveau des cartes mentales qu'un texte en tant que tel. Voilà.
Donc, je vous ai montré Suno, tout ça. Je continue. Hop, Whimsical. Et il y en a d'autres. Et ici, je ne sais pas si vous connaissez Magic School, mais c'est un outil qui comprend énormément d'autres outils en lien avec l'enseignement, l'apprentissage. Il vous permet de faire tout un tas de choses. Vous pouvez générer des questions sur base d'une vidéo YouTube. Vous pouvez générer directement des images, soit sur base de vos images à vous, sur lesquelles vous souhaitez l'améliorer, vous souhaitez ajouter, imaginons, une casquette au chat que vous avez pris en photo, que sais-je, ça peut aller vraiment dans tous les sens. Et bien, ça permet de le faire également. Et vous voyez que c'est en lien avec Adobe. Donc, encore une fois, au fur et à mesure qu'on avance par rapport aux découvertes des outils d'IA, on voit qu'il y a certains éléments qui vont fusionner ensemble. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait un système de génération d'images qui s'appelle DALL-E, DALL-E 2, qui était indépendant. Et ben, il a été acheté par ChatGPT. ChatGPT qui utilise maintenant son moteur de génération d'images qui en réalité, c'est DALL-E 3. Voilà. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais sachez que ici il y a des liens avec Adobe et c'est gratuit pour le moment. Vous pouvez générer une présentation, vous pouvez générer des quiz à choix multiples, vous pouvez générer du contenu académique en ajoutant les critères de vos choix. Je vais faire un petit test ici, on va le faire justement. Contenu académique au niveau universitaire, vous pouvez choisir le grade, hein, encore une fois. Le type de contenu, ben moi je veux toujours un truc en lien avec mes torticolis. Je vais juste écrire torticolis pour voir si le système va me générer quand même quelque chose de sympa. On va voir. Allez, je veux 3 pages. Hop. Voilà. Oh, ça, j'ai pas besoin de savoir. Je vais ajouter torticolis. Et je vais mettre torticolis. Vous voyez que je me suis vraiment pas foulé, hein. C'est-à-dire que j'ai écrit à chaque fois la même chose. Ici, c'est en anglais, mais vous avez la possibilité de le traduire, hein. Sinon, ce serait pas drôle. Il faut juste attendre un petit peu qu'ils se mettent en jambes. Voilà, beaucoup de fautes d'orthographe, hein, mais il faut voir conditions caractérisées par une position anormale et asymétrique de la tête ou du cou. Vous voyez qu'on a les causes, le torticolis congénital, etc., etc. Donc ici, j'ai déjà du contenu qui a été généré. Je reviens sur les outils de Magic School. Et vous voyez que je peux jouer sur tout un tas d'autres choses. Vous voyez que je descends ici au sein de la page et vous avez toute une série de possibilités finalement par rapport à ça. L'équivalent un peu plus poussé, je trouve, c'est Edued. Donc, je vais aller vous montrer Edued. Hop, c'est celui-ci. Même principe, hein, vous avez plusieurs outils à l'intérieur de cet outil, finalement, qui vous permet alors de faire tout un tas de choses. Je vais traduire. Ce que j'utilise comme traducteur, ce n'est pas le traducteur intégré au système en tant que tel, c'est le traducteur intégré à Firefox, hein, soyons bien clairs. Donc, si vous allez sur Google, vous aurez un autre résultat de la traduction. Mais il n'y a pas encore de module directement intégré ici au sein de la plateforme Edued. Et je vais lui demander alors des objectifs d'apprentissage, des critères de réussite en lien avec les torticolis. Voilà, hop. Je l'ajoute à l'espace de travail et vous allez voir que l'écran va se séparer en deux pour pouvoir me permettre de faire développer au système les différents critères de réussite et les mesures d'évaluation par rapport aux torticolis. Alors, on ne va pas relire tout, hein, mais ça donne encore des idées. Je veux dire, ça permet vraiment de lutter contre la page blanche. Là, c'est des outils de planification, finalement, qu'on voit, hein, mais ça peut être aussi des objets d'information, comme ça a été traduit ici. Ça peut être un texte, des questions d'information, une liste de points, un ensemble de données, liste de vocabulaire. Liste de vocabulaire pour les torticolis, voilà, j'ai cliqué sur l'option, j'ai laissé torticolis, je l'ajoute à l'espace de travail. Et là, on a le torticolis, raideur, posture, ergonomique, mobilité, soulagement, physiothérapie, etc. Mais ça peut être aussi tout un tas d'autres choses, hein. Projet de recherche ici, qui encourage les compétences technologiques. Et bon, on va le faire, hein, tant qu'on y est.
Mais vous voyez que je n'utilise que des clics hein, ici et ça se fait directement. Voilà, trouver au moins 3 sources fiables d'informations sur le torticolis, remplir les liens des sources consultées ci-dessous, etc. Ça donne des idées, voilà. Des idées par rapport à l'apprentissage coopératif. Ça peut être un projet STEM. Voilà, on l'ajoute. Donc un mannequin, une poupée, 2 élastiques, une règle, un crayon, un cahier de notes, un ordi, une vidéo d'exercice de torticolis, introduction recherchée des informations sur le torticolis, etc., etc., etc. Ça peut être des outils de gamification. Si vous souhaitez faire une escape room sur la thématique des torticolis, bah, vous cliquez sur escape room, torticolis généré. Et ça vous propose alors toute une série de situations et défis qui vont vous permettre de traiter la thématique des torticolis de manière un peu plus ludique. Voilà, ça peut être un jeu de bataille navale, quiz, chercher le mot, bingo sur la thématique des torticolis. Après, ça ne règle pas la douleur hein, du torticolis, soyons bien clairs, mais ça permet de pouvoir un peu mieux le comprendre parfois ou de pouvoir l'envisager autrement si on devait le traiter avec les étudiants, les élèves. Voilà, donc vous voyez, question encore à choix multiple. Là, c'était vraiment spécifique à des outils dédiés à l'enseignement. Donc, si j'avais voulu faire un jeu de bingo à l'aide de ChatGPT, eh ben, au sein de mon prompt, j'aurais dû signaler que le bingo ressemblerait à ça, qu'il doit comprendre X mots, ou aller beaucoup plus loin en tout cas que ici des options qui automatisent certaines formulations de prompt. Donc voilà l'utilité que moi j'y vois en tout cas qui fait que je vous le présente aujourd'hui. Knowledge, il est super sympa aussi comme système parce que sur base d'une vidéo, je ne vais pas utiliser ce système. Là, je vais aller sur Google. Alors, Knowledge. Voilà. Je vous explique pourquoi je vais sur Chrome et pas sur Firefox. Parce que sur Chrome, j'ai une deuxième adresse qui me permet de tester d'autres possibilités plutôt que d'être limité à une seule possibilité. Sinon, j'aurais dû souscrire un abonnement. Ici, j'utilise une deuxième adresse pour pouvoir continuer à générer d'autres éléments. Donc, ce que j'ai fait ici sur Knowledge, c'est que j'ai copié-collé l'URL d'une vidéo YouTube et je l'ai placé ici sur le système. Et en le plaçant, ce qu'il me fait, c'est qu'il va me générer une vidéo interactive, un quiz, une transcription modifiée, un glossaire, des flashcards, le fait de glisser les mots. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc la vidéo en question, voilà. Lionel va essayer de vous faire un condensé. Je coupe le son. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'au fur et à mesure de l'avancement de la vidéo, on voit des mots apparaître. Derrière ces mots, on viendra cliquer dessus pour savoir ce qu'il y a derrière certains termes. Ça permet d'expliciter un peu plus certains termes, mais ça va aussi beaucoup plus loin. Ça génère directement aussi des quiz. Voilà, donc on peut tester ses connaissances directement par rapport au sujet qui est traité dans la vidéo. Je n'ai fait qu'un copier-coller du lien, je le répète ici. Toutes les questions qui sont générées sont aussi paramétrables. On peut en ajouter, on peut en supprimer. Voilà, donc on a la vidéo interactive, on a toute la transcription de la vidéo. Vous voyez que voilà, YouTube le fait, hein, il le fait assez bien, mais on doit franchement repasser dessus. Ici, le système qui est adopté par Knowledge, il est assez costaud. Ça va vraiment un peu plus loin que la simple transcription YouTube. Voilà, transcription modifiée, c'est autre chose. Le glossaire, le climat d'enseignement, c'est quoi? La concentration, c'est quoi? Elle va se baser alors sur ce qui aura été dit au sein de la vidéo pour pouvoir proposer ces définitions. Donc les flashcards, hein, encore une fois. Le fait de glisser les mots, voilà, encore une autre activité, un mot croisé, un mot mêlé, ou alors des idées d'activités pour les projets qu'on pourrait mener en lien avec cette thématique au sein de la vidéo. Voilà. Donc, développer un projet innovant qui propose des solutions pour améliorer l'engagement des élèves dans l'utilisation des outils numériques en classe, etc., etc. Donc, ça, c'est pour Knowledge. Ce qu'il y a de sympa avec Knowledge, c'est que c'est compatible également avec Moodle. Donc, pas besoin d'utiliser 6 systèmes différents. Ici, vous avez un système qui est compatible avec d'autres systèmes que vous avez déjà potentiellement au niveau institutionnel.
Voilà, alors je vois une question dans le chat. Pourriez-vous partager et illustrer quelques bons prompts utiles dans le domaine de l'IA générative afin de nous aider à mieux comprendre l'usage que peuvent aussi parfois faire nos étudiants? Oui, alors je suis justement en train de dresser toute une liste de prompts, mais est-ce qu'il y a vraiment des bons prompts? C'est un peu complexe à répondre parce que si je reprends l'exemple que je formulais tout à l'heure, pour le même prompt ici, ça génère des résultats qui sont plus ou moins bons par rapport à ce qu'on souhaite obtenir. Donc ici, moi, Imagine, il n'est pas du tout cool, le résultat. C'est-à-dire qu'il ne prend pas en considération ce que je lui ai demandé au sein de mon prompt, alors que c'était censé être un bon prompt. C'était un bon prompt pour Leonardo, mais ce n'était pas un bon prompt pour Imagine. Alors ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir croiser ce qui est considéré comme bon prompt pour voir tiens, tel ingrédient de tel prompt peut être valable pour réaliser telle chose. Et ça, je vous invite vraiment, parce que ça fourmille dans tous les sens. Je suis sur LinkedIn, ça atterrit tous les jours, heure après heure, il y a des nouveaux outils qui sortent. Et c'est une grosse bataille au niveau des prompts, finalement, de ce qu'il est possible ou non de faire. Mais il y a des ingrédients. Voilà. Les ingrédients, c'est ce que je veux faire, quel est le contexte, le public à qui ça s'adresse et comment ça doit être présenté. Si on garde en tête ces différentes questions-là, ça balisera finalement mieux ce qu'on souhaite obtenir. Donc, et c'est ce que fait finalement le générateur de prompt automatique. Hein. Si je vois les questions ici, c'est les questions auxquelles on aurait dû répondre si on avait dû élaborer notre prompt. Donc, l'objectif spécifique de la tâche, le public cible, les contraintes ou exigences particulières, le niveau de détail souhaité et les autres éléments de contexte. Moi, j'irais plutôt là-dedans plutôt que d'avoir des prompts tout faits. Voilà. Je dirais plutôt vers l'idée selon laquelle je me ferais aider pour réaliser un prompt. Voilà, que le système me pose lui-même des questions pour le faire à ma place. Moi, j'irais plutôt vers là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En tout cas, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si c'est la bonne vérité, entre guillemets. Mais en tout cas, elle me convient. Je reviens sur les autres outils. Je terminerai juste par NotebookLM. Donc, je vais commencer par vous montrer AI Teaching Assistant Pro. Excusez mon pauvre anglais. Hein, mais ce système, qui est un système en version bêta, en tout cas c'était encore le cas il y a X mois d'ici, maintenant ils ont supprimé l'option, donc c'est tant mieux. C'est gratuit pour le moment, mais ça permet de générer alors des syllabus. Voilà. Torticolis. On peut choisir le nombre de mots. Il y a une limite, je crois que c'est 300 mots pour le moment pour le sujet, mais vous allez voir, je veux 12 sessions de cours, je veux que ce soit en français, je demande au système de générer la description. Au fur et à mesure de la génération, je copie-colle dans un Word ou n'importe quoi les résultats obtenus. Je génère après les objectifs, ou en tout cas la finalité. J'en veux 8 sur base du sujet. Je génère. Vous voyez, hein, je continue à générer, je génère les outlines avec des sous-catégories, j'en veux 8 également, je génère. Ah bah là, ils ont changé l'option, vous le voyez en direct. Hein. Les nombres doivent être équivalents ou égal, moins ou équivalent à 4, donc je vais en faire 4 du coup. Voilà, il continue. Donc, j'ai bien mes 12 semaines avec les sous-catégories, les sous-sujets qui seront traités. Je génère ensuite des notes de cours. Voilà. Et je veux des notes de cours pour la semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je peux aller jusqu'au bout des semaines finalement, c'est-à-dire 12. Je pense que j'en avais donné au départ. Et là, voilà, il génère finalement des notes de cours qui sont sourcées. Alors, on peut aller vérifier hein, les sources, voir si elles sont plus ou moins cohérentes. Il faut juste attendre qu'il ait fini de générer le texte.
Voilà, on le laisse terminer, hein, mais ça fait déjà pas mal de texte. C'est vrai que je lui ai demandé pour les 9 semaines, donc ça risque de prendre pas mal de temps. Ce que je vais faire, c'est peut-être essayer de capturer une ressource. Je n'y arriverai pas, c'est pas grave, je vais y aller comme ça. Hop, je viens sur un Word. Voilà, je colle la partie que j'ai ici. Vous voyez, j'ai déjà quelques pages. Après, il faut remettre en page, hein, il le remettra forcément après. Je cherche une ressource. Parce que c'est ça aussi, hein, parfois, ils proposent certains systèmes proposent des sources qui n'existent pas ou des faux DOI ou ce genre de choses. Ici, on fait un test, hein, pour voir si elle est bien là. Ah, voilà. Voilà, on a des ressources qui sont des ressources existantes par rapport à ce qui est généré. Voilà. Et encore une fois, hein, je le répète, ça ne veut pas dire charrette pour tout, hein. C'est-à-dire que tout ce qui va générer, il faut repasser dedans. C'est vraiment pour lutter contre la page blanche. Et voilà, ici, ça l'a remis en page. Je vais le copier-coller pour vous montrer. Hop. Voilà. Ici, on a tout un tas de points qu'on pourrait aborder avec toutes les ressources en lien avec la question simplement des torticolis. Voilà. Et puisque maintenant on a les notes, on peut générer des slides. Hop, je vous fais la démo en direct, hein, comme ça vous voyez 3, 4, 5, 6, 7. Je génère mes slides. Voilà. Je télécharge la présentation au format PowerPoint. Mais le système, ici, il n'est pas compétent que pour pouvoir faire une belle présentation. Je vais vous montrer. Et là, du coup, vous me voyez venir. Je retourne sur Gamma. Je lui donne la présentation qui a été générée et je lui demande de faire une belle présentation. Voilà. En plus de cela, ce que je peux faire au-delà d'une présentation figée, je peux utiliser un autre système que je n'ai pas mis ici au sein des DIA, mais je vais vous montrer en direct ici. Hop. Vous pouvez aller sur Lumen 5, qui lui vous permet de générer une courte vidéo sur base des slides qui ont été générés. Et ici, je l'avais fait je vais vous montrer les slides que j'avais demandé au système de faire à l'époque, donc sur Gamma. Hop, c'était pas ici. Oui, voilà. Gamma m'avait généré donc cette présentation sur base d'une vidéo, hein, que je lui avais donnée. Et j'ai donné finalement cette présentation PowerPoint à Lumen 5, qui lui-même m'a généré une vidéo. Et donc, la vidéo qu'il m'a générée, ça ressemble à ceci. Hop. Donc, si vous n'avez pas de compétences en montage vidéo ou en présentation PowerPoint, vous pouvez utiliser simplement ces différents outils pour vous permettre de créer, de générer du contenu qui sera forcément éditable aussi, hein. Si vous décidez de changer d'image ou d'ajouter tel élément textuel ou graphique ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien le faire. Donc, c'est vraiment en jonglant entre ces différents outils que vous obtiendrez potentiellement ce que vous souhaitez avoir pour vos différents cours ou même dans le privé. Je veux dire, ma petite sœur ici est à Stick primaire. Elle utilise des systèmes de génération d'images pour illustrer certaines activités qu'elle a réalisées pendant l'année avec les élèves. Et elle personnalise alors ces illustrations avec les traits caractéristiques des enfants pour leur donner à la fin de l'année, pour avoir une espèce de livre de correspondance, voilà, pour leur laisser un souvenir, quoi. Donc, ça peut être vraiment multi-usage. Ici, moi, j'ai utilisé
Suno pour générer des chansons en intégrant le prénom de mon fils, le prénom de ma fille, le prénom de mon chien, de mon épouse, et donner un contexte. Et après, il se base là-dessus pour faire une chanson. Donc, on peut vraiment l'utiliser dans tous les sens. Voilà. C'est encore autre chose. Le QuizGecko, c'est le même principe que Jungle. Donc, les étudiants peuvent donner, imaginons, un syllabus au système, et le système va lui proposer alors différentes questions qui sont associées au document en tant que tel, sans aller chercher d'autres questions sur le net ou des réponses sur le net. Il va vraiment se fixer au document qu'on lui donne. Il y a une tarification, mais sachez que pour les étudiants, pour le moment, c'est gratuit. Donc, ils peuvent l'utiliser aussi comme ils le veulent. Alors, je continue avec WooFlash et QuizWizard. Même principe que Knowledge, sauf que ça ne crée pas de vidéo interactive. Ici, ce que vous obtiendrez, c'est différents quiz, justement, qui seront compatibles avec tous les modules que vous avez déjà au sein de vos établissements, tous les LMS, donc Moodle, etc. Et là, vous pouvez aussi mettre des PDF, PowerPoint, des documents Open Documents, etc. Donc du texte, des vidéos YouTube, des liens vers des pages web, et vous pouvez ajouter également de l'audio. Il s'occupera de faire les transcriptions et tout ce qui s'ensuit. Mais alors, celui qui se distingue véritablement de tous les outils que je viens de vous présenter, pour moi en tout cas, hein, on peut ne pas être d'accord, il est sorti il y a quelques mois maintenant, mais on n'en parle pas énormément. C'est NotebookLM. Pourquoi je vous parle de NotebookLM? Parce que ça vous permet de faire ceci. Hop. J'espère que vous allez comprendre que je vous ai gardé normalement le meilleur pour la fin, mais c'est vraiment ceci en fait. En fait, NotebookLM, vous arrivez sur un espace que vous pouvez nourrir avec votre propre ressource, que ce soit une vidéo YouTube, un site web, un lien Google Doc, des slides, etc. Ce que je vais faire, c'est simplement lui donner des PDF. Moi. Je vais aller sur un dossier sur lequel je sais qu'il y en a. Hop, voilà. Je vais lui donner tous les fichiers PDF qui m'intéressent. Petite astuce, la limitation. Lionel, excuse-moi. Oui. Est-ce que tu sais repartager ton écran? Je ne sais pas si je suis la seule, mais je ne vois plus ton écran. Il est en tout petit sur le côté. Ah, c'est bizarre ça. C'est peut-être la seule, je ne sais pas. Je ne vois pas que les autres réagissent, mais ou c'est moi qui ai fait une mauvaise manipulation. Ah, il faut double-cliquer dessus, me dit-on. Voilà. Essayez peut-être. Voilà. Merci. Ah ben super, super. Oui, donc NotebookLM, vous lui donnez uniquement les documents que vous souhaitez. Et en fait, le système, il va se concentrer uniquement sur ces éléments-là pour répondre aux questions que vous allez lui poser. Il ne va pas sortir de votre système à vous. Okay, la limitation de NotebookLM pour le moment, c'est 50 PDF. Mais vous voyez venir aussi, petite astuce, c'est que si vous connaissez un système comme I Love PDF qui vous permet de fusionner des PDF, en réalité, la petite dizaine d'articles que j'ai mis ici, j'aurais très bien pu les fusionner et n'en faire qu'une seule ressource. Ça veut dire qu'il m'en reste alors 49 à déposer si je le souhaite. La seule véritable limite, si on le pousse vraiment jusqu'au bout au niveau du nombre de ressources à déposer, je crois que c'est 1 million de pages. Par rapport à la taille au niveau des octets qui sont possibles, etc. Je crois que c'est 1 million de pages. L'intérêt de NotebookLM, c'est qu'il reconnaît les graphiques également. Donc, il peut interpréter aussi les graphiques qui se trouvent au sein de vos PDF. Voilà, avec certaines limites évidemment, hein, mais voilà, si vous avez des graphiques ou des illustrations au sein de vos PDF, eh ben, il les prendra en considération. Alors, c'est bien beau d'avoir tout ceci. Donc, vous avez un guide. Le guide vous permet de générer alors un guide d'études, un document de briefing. Ce n'est pas une super bonne traduction, mais si je clique sur document de briefing, il va prendre l'entièreté des ressources et il va m'expliquer ce qui se trouve au sein de chacune des sources. Bon, il faut le laisser travailler un petit peu, hein, mais vous voyez que ce qui sort ici, les thèmes principaux, c'est l'acculturation à l'IA, le rôle de l'IA, enjeux éthiques, etc., etc., etc. Voilà, ça c'est une première chose. Si on avait, par exemple, des documents historiques qui comprennent énormément de dates, ça génère une ligne du temps. Vous avez le sommaire aussi avec l'ancienneté des points qui aura été généré. Mais on peut aussi lui poser la question de quels sont les points de convergence entre les différents
auteurs de ces articles. Donc là, je parle comme un simple agent conversationnel, sauf qu'il est spécifique au document que je lui ai fourni. Alors, les points de convergence, il me les liste ici. Il y a le potentiel d'améliorer l'éducation en aidant les enseignants et les élèves. Et alors, les chiffres qui apparaissent ici correspondent aux endroits des articles qu'il a identifiés pour sourcer finalement sa réponse. Donc, il me dit ceci, ça correspond à cette partie-là de telle source. Par contre, il me dit ici, l'éducation à l'IA est importante pour tous les citoyens. Oui, OK. Si je clique sur le 16, on voit que c'est au sein de la même ressource. Le 4, c'est un autre extrait, mais je peux aller aussi dans toutes les autres ressources qu'il a listées. Voilà pour le point. Alors, je ne vais pas générer maintenant le dernier point que je voulais faire. Je vais utiliser un notebook existant parce que je l'avais fait sur le problème du torticolis. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la présentation PowerPoint générée par Gamma. Je l'ai déposée sur NotebookLM. Et vu que je suis un peu fainéant, parce que j'ai pas envie de lire, mais j'ai envie qu'on me dise ce qui se trouve dedans, en dehors de la transcription, parce que la transcription, je pourrais très bien la faire lire par Google finalement ici, il n'y a pas de problème. Mais j'ai plus besoin d'obtenir alors un podcast, donc des personnes qui vont parler de la présentation PowerPoint en tant que telle. Je vous montre ce que ça donne ici. Bienvenue à tous dans ce nouveau Deep Dive. On plonge aujourd'hui super dans un sujet qui touche beaucoup d'entre nous. Oui. Le torticolis. Comment ça fait? C'est ce fameux coup de cou bloqué, Ouais. mais en version plus intense. Alors, la voix, elle est vraiment pas encore super top, parce qu'au départ, le système est pensé pour générer des podcasts en anglais. En anglais, c'est vraiment super bluffant. Il y a une petite astuce pour le mettre en français, je le mettrai aussi dans le replay. En fait, vous pouvez personnaliser le podcast qui sera généré en demandant à ce que les hôtes de ce fameux podcast leur imposer finalement de parler français. Donc, c'est simplement une ligne de code, je l'écris ici, mais c'est une ligne de code, non, c'est même pas ça, c'est une simple phrase. Host must speak in French. Et vous le glissez, en fait, je vais le faire sur le nouveau notebook LM que j'ai créé. Voilà, donc toutes les sources sont ici. Et pour générer alors le podcast, vous cliquez sur générer, mais avant de le faire, vous allez sur personnaliser. Et alors ici, vous mettez simplement host must speak in French. Et là, en générant, vous avez le temps, quelques minutes avant qu'il vous propose quelque chose, pour obtenir alors ce fameux enregistrement. Alors, pourquoi c'est intéressant Notebook LM? Encore une fois, c'est que si vous avez tous vos syllabus ou une matière en particulier que vous souhaiteriez mettre à disposition des élèves ou des étudiants pour leur donner la possibilité de poser des questions à ces documents-là ou les enregistrements de vos cours, eh bien, vous savez que les réponses qu'ils obtiendront par ce système-là sont spécifiques à ce que vous lui avez donné. Et donc là, ça devient intéressant parce qu'on sait qu'au moins c'est sourcé, c'est vos sources que vous allez alimenter. Donc un étudiant pourrait très bien s'en servir pour réviser une leçon ou la réécouter sur base du podcast. Ou alors, c'est pas encore le cas ici, mais on peut partager. Vous voyez, on n'a pas encore les options qui sont disponibles, mais on pourrait très bien imaginer aussi de demander à des étudiants de réaliser un travail de groupe sourcé sur base de telle ou telle thématique, de manière collaborative, pour voir quels sont les outils qu'ils ont donnés finalement au système pour éveiller leur esprit critique sur tiens, telle source me génère telle réponse, et or, ça c'est faux, ou ce genre de choses. Ça peut aller très très loin. Que voulais-je dire d'autre par rapport à Notebook LM? Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit, à part forcément le résumé des sources qui sont proposées. Oui, peut-être une dernière chose, c'est que, imaginons que vous avez une ressource qui ne vous intéresse plus parce que ça, voilà, c'est plus ça qu'il faut dire, entre guillemets, ou qu'il faut la transformer. Vous avez une liste ici des ressources, eh bien, vous pouvez demander à décocher certaines d'entre elles, et comme ça, vous posez des questions, mais non plus sur base des 14 sources, mais uniquement des 11 que vous avez sélectionnées. D'accord? Donc, il s'adapte au fur et à mesure que vous lui donnez tel ou tel élément en plus ou en moins. Voilà. Alors,
je regarde ici si j'ai fait le tour, je pense que oui. Peut-être les derniers éléments, ici je vous ai fait un petit schéma de mon mode d'action par rapport à ce que j'ai pu générer, qui a encore évolué aujourd'hui, mais voilà, si je démarre d'une vidéo de YouTube, je peux demander à Edued ou Magic School d'en réaliser la transcription. Cette transcription, je vais la faire passer sur Gamma pour en générer une présentation PowerPoint, que je fais ensuite passer sur Knowledge pour générer un quiz. Et ce quiz-là, je peux l'exporter alors sur Smart School. Ou alors, j'ai mon script, ma transcription, je la fais passer sur Copilot. Je demande à Copilot de générer un script vidéo d'une durée de 5 minutes. Ce script-là, je vais le mettre sur Lumensa, qui va me générer lui-même une vidéo que je vais remettre sur YouTube, imaginons. Mais cette vidéo, je vais la faire aussi passer dans Notebook LM comme élément de révision par rapport aux études pour les étudiants. Maintenant, l'autre possibilité, c'est que j'ai un script vidéo, j'ai mon avatar, j'ai le clone de ma voix, je fais passer mon script directement pour que mon avatar puisse le lire et j'ai alors une vidéo de mon faux moi avec ma fausse voix qui me fait dire mon sujet, que je peux alors faire passer aussi sur YouTube et Notebook LM pour passer à la révision ou de générer d'autres quiz et d'autres choses. Donc là, c'est toutes les captures d'écran pour montrer le processus finalement de génération des différents éléments. Mais tout ça, je vais vous partager en lien avec le Padlet qui sera alimenté aussi au fur et à mesure. Plus d'autres articles alors plus scientifiques qui explorent ces différentes questions. Et pour ma part, en tout cas, je pense avoir fait le tour de la présentation, sachant que ici l'objectif c'était bien d'abord de vous présenter des outils d'IA au sens large et qui découleraient donc des usages. Et on part pas forcément des usages en tant que tels pour découvrir les outils. D'accord ? Donc ça, il faudrait voir comment on pourrait un peu changer la donne au travers d'une formation plus longue. Parce qu'ici, sous forme d'un webinaire, c'est forcément embrasser un certain nombre de choses, mais sans spécifier vraiment tel ou tel outil. Donc, sur ces mots, est-ce que vous souhaitez poser l'une ou l'autre question ou interagir, réagir et voilà, il ne faut pas hésiter. Je vois où pourra-t-on avoir accès au replay. Alors, le replay, je vous le transférerai directement par mail, mais je dois juste repasser pour monter la vidéo, dans le sens où j'aimerais rendre anonyme alors les différents échanges et voilà, tous les éléments qui seraient un peu sensibles au niveau RGPD, etc. Je ferai d'abord un montage. Et puis, je vous transfère le lien de toute façon. Alors, un tout grand merci. Merci à vous d'avoir été présent. Vu l'évolution technique exponentielle des outils, pouvez-vous donner une idée du futur des IA ? C'est une super bonne question à laquelle je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. En quelques semaines de temps, quand on voit émerger ces outils et ces différentes options, moi, ce qui me fait peur finalement, c'est qu'on ne sache plus distinguer ce qui a été réalisé par une IA ou avec une IA. Voilà. Si moi je dois retenir quelque chose par rapport, en tout cas, à l'utilisation des IA en tant que telle, c'est que moi j'ai pas envie de devenir un opérateur d'IA. J'ai envie de devenir un professionnel augmenté par les compétences des IA. Je sais pas si je me fais comprendre, mais je prends l'exemple des caisses automatiques dans les supermarchés. L'évolution du métier de caissier ou caissière fait qu'elles sont devenues des opératrices techniques du bon fonctionnement de caisses automatiques. Et donc, c'est au détriment des compétences mobilisées si elles avaient conservé leur boulot de caissière, mais avec des compétences d'IA qui auraient pu les aider dans leur travail. Et moi, je n'ai pas envie de devenir un opérateur. Voilà. Et je n'ai pas non plus de devenir un instrument de destruction écologique au profit de génération d'images de chats. Je ne sais pas si je résume bien la situation, mais il faut savoir que chaque génération qui est demandée nécessite aussi une consommation assez colossale qui est exponentielle. Et c'est ça qui fait peur aussi. Parce que voilà, les ressources, elles ne sont pas éternelles, loin de là, et ça ne va pas contribuer à les conserver encore plus. Donc voilà, pas mal de perspectives, mais surtout énormément d'inquiétudes. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais voilà. Merci à vous, je vois super intéressant, extra. Je vous avais dit entre 1h30 1h45, on est 18h28, donc on est dans les temps, je suis content, j'espère que vous l'êtes aussi. Et si vous avez encore l'une ou l'autre question ou qu'il vous faut juste le temps de digérer, ou plutôt qu'on a faim et qu'on va aller manger pour digérer après, n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail, de toute façon, il ne faut pas hésiter.
Alors, existerait-il un mode d'emploi pour aborder l'IA correctement, établir des équations de recherche correctes, par exemple, pour ne pas perdre son temps dans les options infinies? Oui, il en existe. Je peux vous les partager aussi. Voilà, il y a un guide d'utilisation des IA à destination des enseignants qui est sorti il y a quelques semaines maintenant à Québec. Et c'est vraiment super intéressant parce que ça permet vraiment de baliser un peu autrement ce qui se passe à l'heure actuelle. Parce que là, pour le moment, tout le monde y va de sa petite IA pour correspondre à ses besoins, mais c'est un peu complexe de s'y retrouver finalement. Et donc là, l'idée de ne pas perdre de temps, je crois que le guide, je vous le mets en référence directement ici. Oui, ici, l'utilisation pédagogique, éthique et légale de l'intelligence artificielle générative. C'est un guide à destination du monde des professionnels enseignants. Donc, je vous inviterai à le consulter. Voilà, je crois qu'il y a un lien hypertexte qui est associé. Ouais. Voilà, vous l'avez ici. C'est 26 pages. C'est assez bien fait. Et voilà, ça permet d'envisager alors différentes choses sur différents aspects qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder non plus. Donc voilà, je réfléchis. J'avais juste une dernière chose à vous partager. Oui, dernière chose, et puis promets, je vous laisse. Si vous repartez sur Notebook LM, ça peut aussi vous permettre de faire autre chose. Imaginons que vous ne l'avez pas nourri avec différentes sources, vous l'avez nourri avec une grille d'évaluation critériée. Ça, c'est votre premier document. Vous avez un deuxième document qui serait un travail qui est demandé à l'étudiant de réaliser. Eh bien, vous pourriez très bien demander à Notebook LM de porter un feedback du travail étudiant en regard de la grille critériée que vous lui avez donnée auparavant. Voilà. J'ai fait l'expérience avec mon mémoire, avec la grille critériée de l'UNIF. Ce qui m'a sorti comme feedback correspondait à 80% aux feedbacks qui m'ont été formulés lorsque je l'ai présenté. Donc voilà, ça crée d'autres questionnements, d'autres réflexions, mais à tout le moins, il y a du positif et du négatif. Ça évite le biais de fatigue, ça éveille la créativité aussi par rapport à certains feedbacks. Enfin voilà, je pose ça là et on en fait vraiment ce qu'on veut.